Salut tout le monde, c'est le 20e épisode de L'Aubry qui court, encore un épisode très spécial avec cette introduction tournée depuis la grande mobilisation sociale pour défendre nos retraites. Ça va être évidemment le cœur de ce dont on va se parler pour ce dernier épisode de l'année, débriefer la mobilisation sociale, la belle mobilisation sociale, mais aussi les non-réponses du gouvernement. Ensuite, on va remettre le cap vers la session plénière à Strasbourg pour parler d'un débat qu'on a sur les traités européens. Tiens, un élément dont on a beaucoup parlé pendant la campagne, et un débriefing de la COP25 qui a eu lieu la semaine dernière à Madrid, où là aussi les actes ont du mal à venir avec les paroles. La France était aux grands abonnés absents, tout comme sur la question des retraites. Et enfin, un coin des lobbies spécial fête de Noël. Allez, c'est parti, générique, on part en manif. Cette semaine, c'était mobilisation générale et on était sur le terrain, donc on a un peu alterné entre la session plénière au Parlement à Strasbourg, ce qui d'ailleurs a permis à Nathalie Loiseau d'essayer de tenter de nous épingler parce que oui, on va dans les mobilisations sociales, même en session plénière à Strasbourg. Ouais, Nathalie, si tu nous regardes, c'est ça être un député activiste. Moi, je suis très fière cette semaine d'avoir été aux côtés des grévistes. On est allé notamment à Gare de Lyon voir les grévistes de la SNCF qui nous disaient à quel point ils étaient déterminés. On a pu échanger à la fois sur la stratégie et sur le fond. On a été aussi évidemment dans la grande mobilisation cette semaine mardi. On a fait aussi un beau meeting sur l'impact de la réforme des retraites sur les femmes spécifiquement, aux côtés de syndicalistes, mais aussi de femmes directement touchées par la réforme. Je pense notamment à un témoignage poignant d'une danseuse étoile qui disait « Bah oui, nous d'habitude on part à 42 ans, je vois pas comment on va pouvoir partir maintenant à 64 ans, on est déjà tout cassé à 42 ans ». Et bien sûr, il y a eu cette manifestation historique cette semaine avec plus d'1,5 million de personnes dans la rue, de quoi maintenir la pression sur le gouvernement avec un seul mot d'ordre, retrait de la réforme des retraites par points. Le gouvernement avait la possibilité d'arrêter les frais, de siffler la fin de la partie, d'entendre le message, débloquer la situation et dire très bien, j'écoute, j'entends, je retire le projet de loi. Au lieu de ça, ils préfèrent la stratégie du pourrissement, de pointer du doigt les grévistes en disant qu'ils prennent en otage l'ensemble des Français pour les fêtes de Noël. Mais aujourd'hui, s'il y a bien qu'un seul acteur qui prend en otage, c'est le gouvernement et c'est le seul responsable du blocage de la situation et lui seul peut le débloquer. Et au lieu de ça, sur le fond, le gouvernement a toujours le même message qui fait la promotion d'un magnifique système qui serait soi-disant universel. Mais déjà universel, ils font déjà des premières concessions en accordant pour les policiers et les routiers en disant « rassurez-vous », vous serez épargné par la réforme des retraites par points. Alors si votre système il est si universel que ça, pourquoi vous accordez déjà des exceptions? Et si votre système il est si juste que ça et si génial, pourquoi vous accordez des exceptions? C'est bien la preuve qu'on sera tous perdants dans ce système. Et on connaît la stratégie du gouvernement, ils vont faire semblant de reculer sur l'âge pivot en revenant là-dessus et en changeant une virgule, mais il ne faudra pas se laisser avoir parce que sur le fond, le problème et l'équation restera la même tant que la taille du gâteau à se partager n'augmente pas et à partir du moment où on sera plus nombreux autour de la table à se partager ce gâteau, alors mécaniquement, on sera tous perdants. La taille respective de chacune de nos parts sera plus petite et tout le monde va y perdre. Et c'est pour ça que la grande bataille que nous, on essaie de mener, c'est sur la question des financements. Comment on fait augmenter cette taille du gâteau ? C'est le sens du contre-projet des retraites qu'on a présenté cette semaine, parce que nous, on est constructifs, on n'est pas dans le statu quo, et on dit très clairement, oui, il faut une réforme des retraites. Oui, il faut changer notre système de retraite pour s'adapter à la démographie, mais oui, il existe des solutions de financement, et c'est le sens des propositions qu'on a faites. Vous allez retrouver, on va vous le mettre en description, le lien du contre-projet si vous ne l'avez pas encore vu. À la fois, on dit qu'il faut accorder de nouveaux droits, par exemple en comptabilisant les semestres
de RSA, donc tous ceux qui sont RSA qui puissent cotiser pour la retraite, et en disant que sur le volet financement, il existe plein de solutions, en faisant l'égalité de salaire entre les hommes et les femmes, en faisant un surplus de cotisation sociale aux entreprises qui ne respectent pas l'indice d'égalité professionnelle, aussi en répartissant davantage les recettes produites par les entreprises, clairement entre le capital et le travail. Il y a plus de 150 milliards d'euros, c'est 8 points de PIB, qui vont chaque année aux actionnaires. Si on taxe davantage ces recettes-là en cotisation sociale, ça fait aussi davantage de recettes qui vont dans les caisses de l'État, de même pour les revenus financiers des entreprises. Si on veut récupérer facilement de l'argent dans les caisses de l'État, il y a aussi un autre moyen, c'est de mettre fin au statut du travail détaché, qui est un statut européen, et qui fait que des entreprises peuvent embaucher des gens en France et payer des cotisations sociales dans d'autres pays de l'Union européenne, et en pratique, en payer quasiment pas. Et ce qui fait que ça fait 5 à 6 milliards d'euros qui manquent chaque année dans les caisses de l'État et qui pourraient financer nos retraites. Bref, ce qu'on veut vous dire, c'est qu'il existe des solutions, qu'on peut aussi sortir de statu quo et garantir une retraite décente pour toutes et pour tous dès 60 ans, et ça sur la durée, même avec l'augmentation démographique du nombre de retraités. Donc pour nous, on maintient la pression, même pendant les vacances. On sait que ce sera une période difficile, parce que le gouvernement va tenter de jouer la corde sensible, mais on le sait toutes et tous, c'est aussi pas facile pour les grévistes, ceux qui se mobilisent, qui perdent des journées de salaire, qui vont être sur les piquets de grève autour de Noël. Moi, je veux leur exprimer toute ma solidarité, mais aussi ma reconnaissance, parce que tous ceux qui se mobilisent, ils se mobilisent pour nous toutes et nous tous, au-delà des générations, au-delà des catégories professionnelles. Je pense aussi qu'il faut explorer des actions originales dans la lignée de ce que font les désobéissants, par exemple, sur le climat. Et c'est sûr, il y aura encore de nouvelles journées de mobilisation, et il faudra continuer tous ensemble à crier haut et fort, et à pousser haut et fort jusqu'au retrait de ce projet de loi, parce que tant qu'on ne l'aura pas obtenu, c'est notre avenir et notre futur et nos retraites qui seront mises en péril. Donc bravo à tous ceux qui se mobilisent, et on lâche rien jusqu'au retrait du projet de loi. Alors cette semaine, c'était aussi session plénière au Parlement européen à Strasbourg, et comme à chaque session plénière ici à Strasbourg, on court un peu de partout, et je suis notamment intervenue dans l'hémicycle dans le cadre d'un débat sur l'anniversaire du traité de Lisbonne. Vous savez, le traité de Lisbonne, celui qu'on nous a fait, qu'on avait sorti par la porte et qu'on nous a fait re-rentrer par la fenêtre, malgré, et c'était un vrai déni démocratique, parce que malgré le refus par référendum juste avant du traité constitutionnel européen, en France, mais aussi aux Pays-Bas, en Irlande, et puis tous les peuples qui n'avaient pas été consultés à l'époque. Et je dois dire que c'est un peu aussi un souvenir particulier pour moi, parce que c'est la date de mon premier engagement politique, en 2005, où à l'époque j'avais fait campagne pour le non. Et donc c'est un peu bizarre, quelques années plus tard, de me retrouver ici à en faire le bilan. Mais je pense, et c'était la position qu'on a tenue, vous pouvez retrouver mon intervention dans l'hémicycle qui doit s'afficher quelque part par là. Mon objectif est de dire que il faut sortir de l'espèce de relation presque dogmatique ou même religieuse aux traités européens, et qu'il faut pouvoir les questionner sans tabou, notamment pour les adapter aux défis de notre temps. Le contexte a changé, la crise climatique, l'enjeu des inégalités, et les traités européens aujourd'hui ne sont pas du tout adaptés à ça, et on le voit en pratique tous les jours. La réforme des retraites, c'est aussi une injonction de la part de la Commission européenne qui pousse la France à faire des économies budgétaires sur le dos de qui? Sur le dos des retraités. Donc il faut faire sauter ce verrou budgétaire. On voit aussi que le dogme du libre-échange, avec la multiplication des traités de libre-échange qui sont signés, ne sont aussi pas du tout adaptés à l'enjeu climatique de notre temps. La libre concurrence, notamment la destruction de nos services publics, de nos hôpitaux en France, là aussi c'est plus adapté, c'est pas adapté à l'enjeu de notre temps. Voilà le message qu'on a essayé de délivrer, et c'était assez bizarre parce que partout dans l'hémicycle, sur les autres bancs, tout le monde disait à quel point c'était formidable, extraordinaire, les traités européens. Bref, ils étaient tous un amour aveugle. Eh parce que nous, on a un amour toujours un peu critique. On a dit que c'est précisément ce qui amène aujourd'hui l'Union européenne dans le mur. Et ça tombe bien parce que dans les prochains mois, il va y avoir une conférence sur le futur de l'Europe. C'est un truc qui a été initié par la Commission européenne.
l'objectif est notamment d'amener à une réforme des institutions européennes. Et ça tombe bien, pour le coup, nous, on a pas mal de propositions. On pense d'abord qu'il faut une réforme démocratique des institutions européennes, permettre les référendums d'initiative citoyenne, le RIC au niveau européen, donner le droit d'initiative ici au Parlement européen, où on ne peut pas initier de directives européennes, chasser définitivement les lobbies qui grouillent ici de partout, de nouveaux principes sanctuariser au niveau européen, que ce soit sanctuariser nos services publics, la règle verte qui doit être écrite noir sur blanc dans les traités européens. Et enfin, finalement, si on veut une coopération européenne, il faut complètement renouveler le sens de notre projet collectif, en sortant de la concurrence à tout va et de la compétition du tous contre tous et en faisant l'harmonisation sociale efficace, finalement faire un pacte du progrès économique et social plutôt qu'un pacte de stabilité et de croissance, sortir de l'objectif de la croissance à tout prix. Voilà ce qui serait à même de réconcilier les peuples européens avec l'idée de coopération européenne. C'est le message qu'on a martelé pendant toute la campagne européenne et qu'on a martelé ici aussi, depuis l'hémicycle, et pour lequel on continuera à se battre dans les prochains mois dans le cadre de cette conférence pour le futur de l'Europe. Vous en avez peut-être pas beaucoup entendu parler, notamment parce qu'Emmanuel Macron s'en est bizarrement peu vanté, mais la semaine dernière s'est tenue la COP25 à Madrid. Vous savez, la COP, c'est la conférence sur le climat qui se tient chaque année dans un pays différent, où les États se réunissent. Et ils sont censés prendre des engagements en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, se doter de nouveaux objectifs pour l'année qui suit. Alors cette année, la COP a été un véritable fiasco, peut-être même la pire de son histoire, parce qu'en général, ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur des objectifs élevés et contraignants, mais là, c'est quasiment la pire de toutes, notamment à cause des États comme les États-Unis ou l'Australie, qui sont dopés aux énergies fossiles, dopés à l'argent des lobbies, qui sont aussi des gouvernements de droite. Mais bizarrement, la France et l'Union européenne ont quand même eu un rôle à jouer. Alors la France, comme l'Union européenne, qui se targue d'être les champions de la Terre ou les champions de la planète, était un peu aux abonnés absents. Pire encore, dans le cas de la France, d'Emmanuel Macron, il n'y avait même plus de représentants pour les derniers jours de négociations. Donc on se souvient que Emmanuel Macron nous dit d'aller manifester en Pologne, et là il a l'occasion de demander des comptes à la Pologne, de fixer des objectifs contraignants pour l'année qui suit, et ils ne sont même pas là. Peut-être qu'Emmanuel Macron se cache parce que la France ne respecte pas elle-même les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre des précédentes COP. Peut-être que l'Union européenne se cache-t-elle aussi parce qu'elle veut signer un accord de libre-échange avec le Brésil de Bolsonaro, qui fait partie des États qui ont bien bloqué les négociations. Bref, vous l'avez compris, il ne faudrait surtout pas déranger toutes les négociations en matière commerciale pour de vagues questions environnementales. C'est vrai, après tout, la planète va super bien, tout va bien, les États n'ont aucune responsabilité, il n'y a pas besoin qu'ils prennent d'objectifs pour l'an prochain, et puis circuler, il n'y a rien à voir, rentrez dans votre pays et allez, on se revoit l'an prochain. Bon, franchement, ce fiasco-là, c'est un scandale, et on voit bien qu'Emmanuel Macron se fait tout petit sur cette question-là, mais derrière, c'est la cohérence des politiques des différents États au niveau international, des plus gros pollueurs, parmi lesquels fait aussi partie la France, qui est en question. Et tous ces États doivent être tenus responsables pour leur inaction, pour leur hypocrisie. Et vous aussi, vous pouvez dénoncer cette hypocrisie. Vous pouvez la dénoncer déjà par vos votes, vous pouvez la dénoncer sur les réseaux sociaux, vous pouvez interpeller Emmanuel Macron, nos députés aussi qui font preuve de la même hypocrisie. Et puis, je voulais souligner cette initiative lancée par l'ONG Notre Affaire à tous. Vous savez, ceux qui ont lancé cette action en justice contre l'État pour inaction climatique et qui a recueilli plus de 2 millions de signatures. Ils ont lancé des appels à témoignages. On va vous mettre le lien dans la description et qui s'affiche là. N'hésitez pas, vous aussi, à témoigner de l'impact du changement climatique et de l'inaction de nos dirigeants politiques. Et là-dessus, on va se retrouver en 2020, plus déterminés que jamais, à sauver la planète plutôt que leur banque. Trop cool, on a eu plein de cadeaux de Noël. Allez, c'est parti, générique. Bon, ils sont vraiment fous ces lobbies pour Noël, on a reçu plein de cadeaux et
Mon cadeau préféré, c'est cette belle bouteille de champagne venue toute droit de Russie. Ouais, c'est Vladimir qui nous envoie sa petite bouteille de champagne. Bon, je suis pas sûre qu'il ait les mêmes intentions vis-à-vis de ses opposants politiques en Russie, qui auraient été forcément bien contents de recevoir du champagne. Et puis on a de la part de l'ambassade de Russie une belle photo de Vladimir qui est du meilleur goût. Bon, vous avez vu, c'est le problème avec les lobbies qui sont super créatifs, en particulier pendant la période de Noël. Et forcément, nous, on est un peu embêtés. On vous a montré en à peine 6 mois des multinationales, des pays peu recommandables. On a eu aussi des climato-sceptiques saugrenus. On aurait pu vous montrer des religieux, des complotistes de tout genre, tellement on a pléthore de choix toutes les semaines. Et là, c'est vrai que pour Noël, on avait vraiment beaucoup de choix. Et il y en a vraiment partout ici au Parlement européen. Je pense que je pourrais manger à l'œil quasiment matin, midi et soir. Mais en fait, plus sérieusement, ce qu'on a voulu faire avec ce coin des lobbies, c'est vous montrer l'omniprésence et l'influence des lobbies au sein des institutions européennes. Et on s'est dit que pour l'an prochain, pour l'année 2020, en plus de vous les montrer chaque semaine, on allait peut-être lancer un concours de notre meilleur lobby, les plus créatifs, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils se donnent autant de mal si on ne les valorise pas un peu. C'est l'objectif de notre futur concours des lobbies qu'on va lancer en 2020. Donc on s'est dit qu'on allait vous solliciter, vous demander si vous avez des idées de catégories pour notre futur concours. Je sais pas, les plus créatifs, les plus climato-sceptiques. Donnez-nous vos idées, vous aussi participez. Et je vous promets, l'an prochain, en 2020, on organisera une petite cérémonie de célébration de nos meilleurs lobbies européens et il y aura de la concurrence, je pense. C'était le dernier épisode de l'année 2019 et pour ce passage à l'année 2020, c'était même notre 20e épisode. On va partir en vacances pour ces 2 semaines parce que les vacances, c'est comme les retraites, c'est sacré. Et avec toute l'équipe, on va prendre le temps de se reposer. Il paraît même que c'est mon anniversaire ce week-end. Ne le dites pas parce que je vais changer de décennie, alors ça me traumatise un peu. Mais voilà, on va prendre le temps, nous, de déconnecter aussi bien et ça fait du bien parce que les 6 premiers mois ont été super intenses pour toute l'équipe que je voulais aussi remercier qui travaille avec moi. J'espère que pour ces 6 premiers mois, on a été à la hauteur de vos attentes, de vos espoirs. On a essayé autant que possible de tenir les promesses de la campagne, d'être des députés de combat ici au Parlement européen, mais aussi à l'extérieur du Parlement européen. Pendant ces 6 mois, on a essayé de travailler sérieusement, d'être constructif, de faire des propositions, mais aussi parfois de ne pas se prendre trop au sérieux. Et ça fait du bien parce qu'on est avant tout des êtres humains et c'est bien de rester connecté à la réalité. On a vu ici au Parlement européen qu'il y avait des choses à gagner, parfois sur des sujets plus difficiles. On a essayé de jouer notre rôle de lanceur d'alerte, mais on sait que rien que ça, c'est déjà utile. On va se retrouver à la rentrée. On vous souhaite de bonnes fêtes et de bonnes vacances. On a une pensée spécifique pour ces fêtes, pour tous ceux qui se mobilisent, pour les grévistes. Certains vont peut-être passer Noël ou jour de l'an sur les piquets de grève. Merci à vous. Vous faites honneur à la lutte et à la mobilisation sociale et j'espère qu'on se retrouvera en 2020 pour gagner. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. When the union's inspiration through the workers' blood shall run, there can be no power greater anywhere beneath the sun. Yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong.